Une des choses que le C++17 nous a apporté, et qui est selon moi extrêmement intéressante, ce sont les types d'union. À savoir la possibilité de dire qu'un objet peut avoir un type parmi une liste de types. Le premier type d'union, qui est le plus clairement un type d'union, en fait, c'est std variant. Std variant va nous permettre de dire, voilà, mon objet est de type bool ou int, par exemple. Et je pourrais lui mettre un booléen dedans, je pourrais lui mettre un entier, ou je pourrais lui mettre un autre variant de bool et int. Au cours de cette présentation, je vais essayer toujours de ramener les exemples à un jeu vidéo imaginaire extrêmement simple, juste pour qu'on voit que concrètement, ce sont des classes qui ont vraiment une utilité au quotidien. Donc, imaginons, j'ai un jeu vidéo, en fait, avec des éléments de jeu qui sont soit des éléments immobiles, des murs, soit des éléments animés, comme des personnages. Leur représentation, en fait, je pourrais être stocké dans un variant qui est un variant d'animation et d'image fixe. Et du coup, après, je pourrais stocker facilement une image ou une animation sans avoir à faire hériter les deux de la même chose ou quelque chose comme ça. La puissance, en fait, du variant et des types d'union en général, c'est que ce sont des types sommes. Ce qui veut dire que leur cardinalité est la somme des cardinalités des éléments qui le composent. Vous déconnectez pas tout de suite, je vais essayer de vous expliquer ce que je voulais dire et vous allez voir, ça a un petit peu de sens. La cardinalité, en fait, d'un objet, c'est le type d'état possible qu'il peut avoir. Par exemple, si vous avez un booléen, sa cardinalité, ça va être 2. Il peut avoir deux états possibles, soit vrai, soit faux. Un unsigned char, en fait, va avoir une cardinalité de 256. C'est-à-dire qu'il peut prendre n'importe quel état entre 0 et 255. Et si jamais je crée une énum qui représente haut, bas, gauche, droite, sa cardinalité sera donc de 4. Ce concept de cardinalité, en fait, ça va nous donner une image de... Ça peut nous donner une représentation de la complexité, en fait, des objets qu'on a. Si j'ai une classe ou une struct, sa cardinalité va être le produit des éléments qu'il compose. Si j'ai une struct avec un booléen et un unsigned char, en fait, la struct elle-même, elle peut avoir la valeur true et 0, ou alors false et 0, ou true et 1, ou false et 1. Donc on va avoir 2 fois 256 états possibles pour notre struct. C'est pour ça qu'on dit qu'en fait une struct ou une classe, c'est un type produit. Si jamais j'ai beaucoup d'éléments, ça va faire quelque chose d'extrêmement complexe en termes de cardinalité. Imaginons par exemple, dans notre jeu vidéo, on a des sprites qui peuvent être dans 3 états différents. Soit ils sont immobiles, soit ils sont en train d'attaquer, en train de donner un coup de poing, auquel cas en fait on leur donne aussi une puissance, ou alors ils peuvent être en train de sauter, auquel cas ils ont une hauteur de saut. Quel est le nombre d'états possibles pour cette classe en fait? La cardinalité, ça va être 3, le nombre d'états, immobile, en train de donner un coup de poing, en train de sauter, ça fait 3 états, multiplié par le nombre de valeurs pour l'attaque qui est de 256, multiplié par le nombre d'états pour le saut qui est de 256. Ça nous donne 196 608 états possibles pour notre sprite. Maintenant, on a dit le variant va permettre de stocker des choses différentes. Donc je peux essayer de créer trois petites classes. Une classe stand, immobile, qui ne contient rien du tout. Une classe punch, qui va juste avoir une puissance d'attaque, parce que c'est la seule chose qui nous intéresse. Et un état jump, qui va avoir une seule data, en fait, qui va être la hauteur de saut. Et si je stocke tout ça dans un variant, en fait, je vais pouvoir soit être en stand, soit être en punch, soit être en jump. Et dans un cas, je n'ai qu'un seul état possible, en fait, qui est stand data, qui n'a rien d'autre qui le compose. Soit si je suis en train de donner un coup de poing, j'ai 256 états possibles. Soit si je suis en train de sauter, j'ai 256 états. Et je suis dans un de ces trois à la fois.
À la fois, oui. Je ne peux pas être dans plusieurs. Donc, la cardinalité de ma classe, maintenant, c'est 1 plus 256, soit 513. Et c'est là, en fait, où ça commence à devenir intéressant. On a 196 095 états possibles en moins. 196 095 cas en moins à envisager. 196 095 états en moins à tester dans nos tests unitaires. Et ces états ne servaient à rien. Ils n'avaient aucun sens. Ça n'avait aucun sens d'avoir un personnage qui était immobile avec une puissance de 40 et des sauts de 124 de haut. Ça n'avait pas plus de sens que d'être immobile avec une puissance de 14 et une hauteur de saut de 136. De toute façon, la puissance et la hauteur de saut étaient des choses qu'on ne lisait jamais dans l'état standing, sauf pour justement, en fait, sauf quand on faisait une erreur. En utilisant un variant, en fait, on a rendu tous ces états qui n'avaient aucun sens impossibles à représenter. Ça rend notre code plus lisible. Si on revient en fait sur ce code, il est plus lisible parce que quelqu'un qui ne connaît pas le code et qui arrive ne voit immédiatement que jump 8 n'existe que dans le cas d'un saut et n'existe pas dans le cas d'une attaque. Ce qui n'était pas clair en fait dans le code précédent. Ici, à part la logique, rien ne me disait que jump 8 ne pouvait pas exister dans le cas d'un coup de poing. Donc, c'est plus lisible, c'est aussi plus robuste, il est impossible de faire une erreur et de remplir la puissance d'attaque quand je suis en train de faire un saut. Ça va me permettre d'enlever beaucoup de if, else, etc. dans mon code. Maintenant, voilà, si vous venez de l'orienté objet, en fait, une des idées que vous pouvez avoir, c'est de vous dire « Ah, mais pourquoi est-ce que je n'hériterai pas d'une classe data ?» Et j'aurai un stand data qui hérite de data, un punch data qui hérite de data, un jump data qui hérite de data, et en fait je stocke juste un pointeur de data dans mon sprite. Et la complexité en fait est plus ou moins la même. La complexité est plus ou moins la même, mais en fait on n'est pas en train de faire la même chose quand on fait ça. La différence en fait c'est que le variant, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur, alors que l'héritage encapsule la complexité. Lequel il faut utiliser, ça va dépendre en fait de votre cas d'utilisation. Une des choses qui va changer, c'est pour faire un variant, il faut que je connaisse tous les types possibles. Je ne peux pas avoir quelqu'un qui rajoute un nouveau type de data dans un variant, puisque j'ai déclaré que c'était soit un stand data, soit un jump data, soit un punch data, et qu'on ne peut pas rajouter de nouveaux types à la volée. Alors que quand on hérite de data, en fait, n'importe qui peut créer une nouvelle classe qui hérite de data et mettre ça dans notre sprite. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? En fait, ça va dépendre du cas d'utilisation. Dans un jeu vidéo, à mon avis, la physique, vous allez vouloir la faire pour chaque type de data. Si quelqu'un vient rajouter un nouveau format de data, en fait, votre moteur physique ne va pas être capable de le gérer. Donc, c'est probablement pas quelque chose que vous voulez. Une autre question, c'est est-ce que vous voulez que les types soient visibles? Ou est-ce que vous voulez les masquer? Les types concrets, je veux dire. Dans le cas de l'encapsulation, en fait, on ne voit que un gros type qui s'appelle data. Les gens ne devraient pas vraiment connaître jump data, stand data, etc. Si jamais, pour utiliser les données, vous êtes obligé de faire des dynamic cast dans les différents types, en fait, vous êtes en train de casser l'encapsulation, et ça ne servait à rien d'utiliser un type abstrait. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous auriez voulu utiliser std variante. Et est-ce que vous pouvez modifier les types à la base? Parce que dans un variant, je peux mettre une string, je peux mettre un vecteur de la STL. Si jamais je voulais les mettre dans des datas, je ne peux pas faire hériter string de data. Je ne peux pas faire hériter les vecteurs de data. Donc si je ne peux pas changer le type, peut-être que le variant va aussi être la seule chose que je peux utiliser. Concrètement, dans la plupart des cas, c'est assez clair en fait en réfléchissant à l'encapsulation. Est-ce que je devrais utiliser un variant ou de l'héritage? Dans presque tous les cas, vous pouvez faire le mauvais choix. Juste, votre code va être très compliqué et un peu tarabiscoté.
Une autre alternative, si vous avez fait du C, ou si vous connaissez un petit peu ça, c'est d'utiliser l'union C. C'est-à-dire vous faites exactement pareil qu'un std variant, mais vous gardez un state et vous faites une union des différents types. Est-ce que utiliser une union C est une bonne alternative à utiliser std variant? La réponse est non. 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 Au quotidien, en fait, je maintiens du code qui a été écrit sur une trentaine d'années par des centaines de personnes. Les horreurs que j'ai vues qui sont liées à juste l'utilisation des unions en C pourraient tenir pendant une présentation entière. C'est juste horrible, c'est horrible, les erreurs sont horribles, c'est horrible à débugger, et ça ne vous apporte pratiquement rien. Très franchement, l'union en C, les seuls cas où vous en avez vraiment besoin, c'est si vous voulez implémenter vous-même std variant. Et vous n'êtes probablement pas beaucoup à vouloir le faire ici. Donc non, sauf si vous êtes l'implémenteur de variant, ou si vous avez un mot d'excuse du créateur du C++ parce que vous avez des problèmes de performance extrêmement pointus. Maintenant que tout le monde est convaincu de l'utilité d'avoir un variant, on va voir comment l'utiliser. Donc on va pouvoir écrire dans un variant de manière extrêmement naturelle en fait, juste en faisant égal. J'ai un variant de stand et de punch data, je peux lui dire qu'il est égal à stand data. Ou je peux lui dire qu'il est égal à un autre variant de stand data et punch data. Et je peux lui réassigner une nouvelle valeur d'un autre type juste après et tout se passe bien. Ça, c'est dans le cas général. 99,9% du temps, vous voulez faire ça. Une fois de temps en temps, vous voulez stocker dans un variant quelque chose de très gros, qui coûte très cher à construire et qui coûte très cher à copier. Auquel cas, en fait, le problème de l'utilisation du égal, c'est que vous allez construire l'objet et ensuite vous allez le copier dans le variant. À la place de faire ça, vous pouvez construire directement à l'intérieur du variant l'objet en place. Pour ça, vous utilisez un constructeur qui prend en premier paramètre std inPlaceType avec le type, et ensuite tous les paramètres suivants, ce sont les paramètres du constructeur du type qu'on veut créer. Typiquement pour l'animation, en fait, ça prend probablement très longtemps à construire parce qu'on va aller lire sur le disque dur des images, et c'est probablement très lourd à copier parce que peut-être que l'animation est très très grosse et qu'il y a beaucoup d'images. Dans ce cas-là, en fait, on veut construire directement à l'intérieur du variant une animation en lui passant le chemin sur le disque dur qui est probablement ce que le constructeur prend. Maintenant que vous avez construit des variants, vous allez vouloir les lire. Alors, la manière la plus simple en fait de lire un variant, c'est d'utiliser une méthode qui s'appelle stdget. Vous lui donnez le type que vous cherchez et le variant. Donc stdget de jumpData sur mesData, ça va me donner le jumpData qui était contenu. La grande question c'est, mais si jamais c'était pas des jumpData dedans? Si jamais c'était pas un jumpData dedans, vous allez avoir une exception qui va être lancée de type bad variant access, ce qui n'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose si vous voulez débugger et que c'était quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, au moins vous êtes prévenu instantanément qu'il y a un problème. Mais s'il y a une possibilité que dans la vie normale de votre programme, de temps en temps, ce ne soit pas le bon type, dans ce cas-là, vous allez vouloir utiliser stdgetif, qui lui, par contre, va prendre un pointeur de data, et pas le data par référence, et va vous renvoyer un pointeur de jumpData. Et si jamais ça n'était pas bien un jumpData qui était à l'intérieur, vous allez recevoir null pointer à la place. Et donc vous allez pouvoir vérifier juste si j n'est pas nul, je fais ceci et cela. Parfois vous allez juste vouloir vérifier le type sans forcément le lire. Pour ça, il y a deux méthodes. Vous pouvez utiliser l'index. Data.index va vous donner l'index dans mon variant du type qui est actuellement là. Donc si j'avais un jumpData, il va être à l'index 1. Si j'avais un standData, il est à l'index 0. Donc je peux vérifier qu'on est dans un état de jump simplement en disant est-ce que l'index est bien égal à 1. Une autre solution qui est plus claire pour faire un test if, ça va être juste all alternatives et le type que j'attends. Est-ce que, et ça va me renvoyer un booléen, est-ce que je suis un standData? Oui, non.
Enfin, là où le variant est vraiment très puissant, c'est qu'on va pouvoir le visiter. Alors, si vous ne connaissez pas, en fait, le visiteur, c'est un design pattern qui permet en fait d'avoir une classe qui gère chacun des types possibles de mon variant indépendamment. Donc là, je vais créer un physics visitor en fait, qui sait gérer un stand data, qui sait gérer un jump data, et qui sait gérer un punch data. Le stand data, il fait rien. Dans le jump data, il va probablement faire monter ou descendre le sprite. Et dans le punch data, il va probablement calculer des points de dégâts ou des choses comme ça. Et on va appeler stdVisit sur notre variant avec ce visiteur. Et le visiteur va être appelé sur la bonne méthode en fonction du type qui était contenu par notre variant. Et vous voyez ce test-là, en fait, il est en train de récupérer un variant qui peut être de plusieurs types. Et au final, il n'y a aucun if ou aucun switch case dans ce code. Ce qui le rend beaucoup plus lisible, ce qui réduit le risque de faire un bug, parce qu'il y aura moins de risque de faire des erreurs de copier-coller, des choses comme ça. Et le code est très expressif en fait, parce qu'on est en train d'opérer soit sur un stand data, soit sur un jump data, on n'est pas en train de recaster les types, etc. au fur et à mesure. Le visiteur, c'est vraiment la méthode noble pour travailler sur un variant si vous êtes à un endroit où tous les types auraient du sens. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus avancé. Si vous êtes débutant en C++ et que vous ne comprenez rien dans les 5-6 prochains slides, ça n'est pas grave. On va revenir sur du code un peu plus simple par la suite, ne vous inquiétez pas. Mais c'est juste pour essayer de comprendre un peu les limites ou les bornes des variants. Variant vous permet de créer un variant d'int et d'int. Avoir des répétitions de type en fait dedans. Auquel cas vous allez avoir un problème avec les std-get, les std-getifs, les holds alternatives que je vous ai présentés avant, c'est que vous ne pouvez plus dire getInt, vu que vous en avez plusieurs là-dedans. Donc à la place, vous allez avoir l'index 0, 1, 2, 3 du type que vous êtes en train de viser. Et tous les get peut prendre un index, getif peut prendre un index, hold alternative peut prendre un index, et la construction en place peut utiliser ce inPlaceIndex à la place du inPlaceType. Et là, vous vous dites, ouais, mais quel est l'intérêt d'avoir un variant d'entier et d'entier? Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, si vous l'écrivez de cette manière-là. Par contre, si vous l'écrivez dans un template, vous commencez à voir l'intérêt de la chose, en fait. Je pourrais avoir un template qui prend un type quelconque ou un int. Et j'ai pas forcément envie de faire un cas spécifique pour le cas où mon type template est int aussi, parce que si on commence à avoir plusieurs types comme ça et plusieurs types concrets, on va se retrouver avec énormément d'alternatives à écrire et beaucoup de code, alors que peut-être que la solution est très simple à rédiger sans ça. La possibilité d'avoir des répétitions va faire que je ne vais pas avoir besoin de faire un cas spécifique pour ça. Un autre variant étrange, c'est std variant de int, ou std variant de un seul type. Et là aussi, en fait, ça n'a aucun sens tel quel, mais ça prend tout de suite du sens si vous pensez à des templates variadiques. Dans un template variadique, vous n'avez pas besoin de faire un cas particulier pour le cas où il n'y a rien d'autre après le premier membre. Vous pouvez réutiliser le même code en fait, et std variant va bien fonctionner. Et effectivement, vous aurez toujours holds alternatives du premier membre. Il y a quelques choses qui ne sont pas autorisées avec std variant. Le premier, c'est d'avoir des tableaux C à l'intérieur. Un autre, donc si vous avez envie de mettre un tableau C, vous devriez probablement utiliser un std-array à la place. Un std variant de référence n'est pas autorisé non plus, pour une raison très simple, c'est que le comité n'est pas encore complètement d'accord sur ce que ça devrait faire, un variant de référence. La question c'est si j'ai un variant de référence et que j'essaye que je fais égal et une autre valeur, est-ce que on devrait attacher la nouvelle référence dans mon variant, ou est-ce que je devrais mettre à jour la valeur de ma référence actuelle avec la valeur de l'élément qu'on assigne? Les membres du comité ne sont pas d'accord sur ce qu'il faudrait faire, et donc la solution c'est de ne rien faire.
À la place, vous pouvez utiliser std référence wrapper, qui fait la même chose et qui va vous permettre de dire explicitement si vous voulez vous réattacher à la nouvelle référence ou mettre à jour la valeur. Vous ne pouvez pas faire un variant de void. C'est un type qui ne peut pas avoir d'éléments, donc ça n'est pas possible d'avoir un variant de void. À la place, vous allez pouvoir utiliser std monostate, qui est un type vide qui sert justement à représenter des choses, des états qui n'ont pas qui ne sont pas représentables ou qui ne contiennent rien. Et de la même manière, vous ne pouvez pas avoir un std variant qui ne contient rien du tout. Dans ce cas-là, il faut mettre un std monostate au début pour qu'on n'arrive jamais à l'état où il n'y a rien du tout dedans. Ce std monostate, il va servir à d'autres choses. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un variant, quand on l'initialise par défaut, il contient le premier type de la liste. Donc si j'ai un int string et que je l'initialise par défaut, il va contenir un int. La question, c'est maintenant si j'ai un variant de plusieurs types qui ne peuvent pas être initialisés par défaut. Si j'ai toujours besoin d'appeler un constructeur. Dans ce cas-là, je ne peux pas déclarer un variant de S1, S2. Ça ne va pas compiler. Ce que je vais pouvoir faire, c'est ajouter monostate, donc qui est cet état vide, au début de la liste, et ça va permettre de dire ce variant n'est pas initialisé. Et là, du coup, ça va marcher, et ensuite on peut lui assigner un S1 ou un S2 qu'on aura construit correctement. Ce concept de monostate ou d'état vide, en fait, il va pouvoir servir à d'autres choses. Là, on va essayer de récupérer tout le monde, même les débutants, on repart sur du code un peu plus simple. Imaginons, dans mon jeu vidéo, j'ai un mur, enfin j'ai des murs, il y en a qui sont destructibles, les murs au milieu du niveau sont destructibles, ils ont un certain nombre de points de vie, et les murs sur les bords du niveau, ou certains murs, sont indestructibles parce que c'est comme ça. Si jamais je mets un booléen qui dit je suis destructible ou non, et un nombre de HP, on revient sur ce problème de ma cardinalité est 2 fois 256, et je représente des états qui ne veulent rien dire. Non destructible et 5 HP, ça ne veut rien dire. Ça se représente de la même manière que non destructible et 40 HP, mais aucun des deux n'a de sens. Puisque de toute façon, le nombre de HP ne sera jamais lu, à moins de faire une erreur d'utilisation du code. Je pourrais à la place utiliser std variant de un état vide et unsigned char. La cardinalité devient 1 plus 256, 257, donc c'est plus simple. Et du coup, soit je représente mon mur comme un état vide, en fait, qui dit ce mur n'est pas destructible, soit par un unsigned char qui représente le nombre de HP que ce mur a. Et là, pour le coup, on ne peut plus avoir de valeur qui ne veut rien dire. Et ça, c'est un pattern qu'on va retrouver beaucoup, en fait. Le fait d'avoir un état vide ou une valeur. Ça se retrouve tellement que, en fait, le C++17 a introduit std optional, qui fait exactement ça. std optional d'unsigned char HP, ça dit soit j'ai des HP, soit je n'en ai pas. Et si j'en ai, j'ai une valeur en unsigned char. Conceptuellement, c'est la même chose que d'avoir un variant de monostate et d'int. Quand je dis conceptuellement, c'est que en réalité, std optional n'est pas implémenté en utilisant un variant derrière dans la plupart des implémentations de la STL, même si ça serait probablement possible. std optional, c'est donc d'une certaine manière une sous-catégorie de variant. Même si c'est une sous-catégorie de variant, c'est pas du tout quelque chose de moins utile que le variant, au contraire. Je m'attends à ce que vous utilisez le variant une fois de temps en temps. Optionnel, vous allez probablement l'utiliser très très souvent. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser effectivement que pour une raison un petit peu complexe probablement, on ne parle pas de monostate quand c'est les optionnels, c'est de nulopt, qui est un objet défini à l'avance qui représente un optionnel vide et de type nulopt, mais ça revient exactement au même que monostate. std optional, donc je vous disais, est extrêmement utile dans beaucoup de cas. Le premier cas qui saute tout de suite à l'esprit, c'est
le cas où on pourrait ou non avoir une réponse. Je fais un find avec une condition quelconque. Je vais recevoir un optionnel de t. Soit on a trouvé l'objet, soit on ne l'a pas trouvé. Clairement, là, utiliser un optionnel, c'est vraiment la bonne solution. Un autre cas, c'est parfois, en fait, une fonction va toujours marcher, sauf sur un certain type d'input. Typiquement, first, qui est une fonction qui me renvoie le premier élément de ma liste, va marcher tout le temps, sauf si ma liste était vide au début. Auquel cas, je vais recevoir un optionnel vide. Un autre cas qui peut être intéressant aussi, c'est si on veut que l'utilisateur soit obligé de réfléchir au fait que son action peut échouer. Typiquement, une connexion. Je vais renvoyer un optionnel de connexion. Parce que je veux absolument que l'utilisateur de mon API réfléchisse à qu'est-ce que je fais si la machine en face n'est pas là, si la machine ne répond pas quand j'essaye de me connecter dessus. Avec l'optionnel, on dit clairement à l'utilisateur, attention, ta connexion peut ne pas arriver. Ça, c'est quelques cas où vous aurez besoin de l'optionnel. Il y a plein d'autres cas. Typiquement, des choses qui peuvent ne pas être initialisées encore. Auquel cas, on va passer un optionnel de ce type pour dire, pense bien à vérifier que cet objet a été initialisé. Sinon, il n'est pas là de toute façon, donc tu ne pourras pas l'utiliser. Partout où on pourrait avoir quelque chose ou pas, un optionnel est la bonne solution. Là, il y a des gens qui viennent de l'orienté objet qui vont dire « Ah, mais c'est un peu la même chose que passer un pointeur qui contient soit une valeur, soit un null pointer quand il est vide. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un pointeur et null pointer comme on a toujours fait depuis des années et des années ?» Alors la première chose, c'est que d'un point de vue performance, optionnel est sur la stack. Ça veut dire qu'il va être détruit à la sortie de la fonction, c'est-à-dire qu'il est construit plus rapidement qu'un pointeur qui est dans la heap. La propriété est claire. Quand je reçois un pointeur, il n'est pas toujours clair si c'est moi qui dois le détruire ou s'il va être détruit par celui qui me l'a passé. Il n'est pas toujours clair si je suis le seul propriétaire de ce pointeur ou si quelqu'un l'utilise ailleurs pour autre chose. En C++ moderne, on a tendance à penser que si on reçoit un pointeur, ça n'est pas à nous de le détruire. Si votre code est un petit peu ancien, ça n'est pas forcément le cas. Peut-être que c'est à vous de le détruire et qu'il y aura des leaks si vous le laissez. C'est pour ça qu'un pointeur, c'est toujours un petit peu flou sur ce point-là. Et clairement, optionnel ne sert qu'à une chose, dire cet objet peut ne pas être là. Un pointeur, on peut représenter l'absence par null pointer, mais c'est pas forcément le but. Il y a plein d'endroits où on reçoit des pointeurs qui ne peuvent jamais être nuls. Le fait que le pointeur permette de faire tant de choses, en fait, fait que l'intention n'est pas claire. Un optionnel ne sert qu'à une chose, et du coup, l'intention est parfaitement claire. Je suis en train de te signaler que ton objet peut ne pas exister. Maintenant qu'on est tous convaincus que optionnel est vraiment utile, voyons comment l'utiliser. On peut écrire dedans, comme un variant en fait, de manière très naturelle. Si je crée un optionnel A sans rien lui assigner, il est vide. Si je fais égal 15, maintenant il contient un entier. Si j'ai un autre optionnel, je peux lui assigner un premier optionnel. Et comme pour le problème du variant, où parfois on avait des très gros objets qu'on voulait créer directement à l'intérieur de l'optionnel, du variant, là on va vouloir créer à l'intérieur de l'optionnel, on va utiliser std makeOptional, qui va construire tout de suite un optionnel contenant l'objet. Et pareil, on va passer tous les paramètres du constructeur d'objet en paramètres de makeOptional. Et une fois qu'on a écrit dans un optionnel, on va vouloir lire ce qu'on a écrit. Et pour ça, en fait, il va y avoir deux manières. Il y a une manière très condensée, où en fait, on va réduire l'optionnel à un booléen, if w égale w.hp. Ça crée un booléen qui va être vrai si hp contient une valeur, et false si hp ne contient pas de valeur. Et on va pouvoir lire cette valeur en déréférençant hp. Ça, c'est l'écriture, en fait, la plus brève, la plus condensée. Si on veut, au contraire, bien montrer qu'on est en train de manipuler un optionnel, on va pouvoir utiliser .hasValue, qui va faire la même chose que réduire à un booléen, mais clairement, en fait, là, on est en train de lire le fait que l'optionnel contient une valeur. Et .value va nous retourner la valeur.
si on a envie de la lire. Il y a une autre manière de lire un optionnel, que je trouve extrêmement élégante et que je vous encourage à utiliser partout où ça a du sens. C'est value or. Là, je vais lire la valeur, et si jamais il n'y avait pas de valeur, je vais renvoyer ceci à la place. Ça va permettre de réduire, on ne va plus avoir des if et des choses comme ça, on va pouvoir avoir un seul flow qui, en fonction de ce que ça reçoit, va réussir à regrouper tout dans le même flow de traitement, en fait. Donc utilisez-le quand vous pouvez, ça simplifie beaucoup la lecture. Optionnel, ça a aussi un avantage, en fait, c'est qu'on va pouvoir faire des comparaisons de manière très naturelle, sans réfléchir à est-ce que j'ai une valeur, il faut que je la sorte dans un objet particulier pour comparer avec un autre objet. En réalité, on n'a pas besoin de faire tout ça, on peut juste faire des comparaisons avec le type en dessous. Typiquement, si j'ai un optionnel d'entier, je peux le comparer tout de suite à un entier. Si mon optionnel ne contenait rien, il va toujours être inférieur à toutes les valeurs de l'objet. Donc si V est empty, V inférieur à 5 va renvoyer vrai. Oui, je suis toujours inférieur à n'importe quelle valeur. Même moins int min, on sera quand même inférieur à lui. On va pouvoir comparer avec nulopt, et on va pouvoir comparer avec un autre optionnel. Et tout ça de manière très naturelle, en fait, sans aller faire des if et vérifier ce que contient l'optionnel. On a exactement les mêmes interdits que pour le variant. On ne peut pas avoir un tableau en C, on ne peut pas avoir des références, on ne peut pas avoir un optionnel de void, et on ne peut pas avoir un optionnel vide. Donc dans tous les cas, pareil, on va utiliser pour les deux premiers des std-array et des références wrappers. Le dernier type d'union dont je voudrais vous parler aujourd'hui, il est un petit peu particulier, c'est std-any. Imaginons, et trouvez cet exemple en fait, on a ce jeu vidéo sur lequel on a réfléchi un petit peu juste ici. Maintenant il a très très bien marché, et il y a une nouvelle équipe qui est là et qui crée un éditeur pour le jeu, dans lequel les développeurs vont pouvoir déplacer les personnages, rajouter des murs, etc. Cet éditeur, en fait, il est développé par une autre équipe qui ne connaît pas forcément tout l'avancement de l'évolution du jeu vidéo, qui ne veut pas mettre à jour l'éditeur à chaque fois qu'on change quelque chose, etc. Et qui de toute façon se moque un petit peu de ce qu'on est en train de mettre dans les différents éléments, parce que l'éditeur, lui, il sert juste à les placer. Ce qu'on va pouvoir avoir, c'est un type de propriété, par exemple, qui peut contenir n'importe quoi. Et ça va être std-any. std-any peut contenir n'importe quel type. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Et donc j'ai mis merci à Bartet Filipek, qui est l'auteur du blog bfilipek.com, sur lequel j'ai trouvé cet exemple précis qui allait bien avec mon histoire de jeu vidéo. On a parlé de cardinalité. Je vous ai montré à quel point variant et optionnel améliorait le code parce que justement on est en train de réduire la cardinalité. Qu'en est-il de std-any? Il y a une cardinalité infinie. C'est pas terrible ça, non? Je vous avais expliqué en quoi réduire la cardinalité, réduire le nombre d'états possibles pour notre objet, en fait ça rendait le code beaucoup plus lisible. Et là je suis en train de vous présenter un objet qui a une cardinalité infinie. Du coup la question c'est, est-ce que on a perdu beaucoup en lisibilité à cause de ça? Pas forcément en fait. Imaginez, vous voulez acheter un produit, il a un certain prix. Si on augmente le prix, c'est de plus en plus gênant pour vous. Si à un moment on vous dit le prix c'est plus l'infini, d'un coup ça devient assez simple en fait, est-ce que je peux l'acheter ou pas? Non, je ne peux pas l'acheter parce que ce produit n'est pas à vendre. De la même manière en fait, le fait d'avoir une cardinalité infinie, ça donne une intention très très claire à l'utilisateur. Tu ne peux pas ouvrir ce std-any. Si je te passe un std-any et que tu ne connais pas son contenu, tu n'as aucune manière de l'utiliser. Donc tu n'y touches pas. std-any, ça va être un type qui va nous permettre de transmettre une information sans regarder ce qu'il y a dedans. Si on vous donne une méthode en fait qui prend std-any, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans et vous êtes sûr que
la méthode qui est en train de prendre ce stdni va vous la renvoyer d'une manière ou d'une autre à un autre moment dans l'API, parce que eux ne peuvent rien faire vraiment concrètement avec. On ne peut pas faire un switch de la totalité des atomes de l'univers. Donc, en fait, d'une certaine manière, stdni ne complexifie pas tant que ça les choses. Au contraire, ça peut être assez clair. Si vous venez du C un petit peu, ou si vous avez fait du code un peu du C++, pas très moderne, une alternative, c'était void étoile et utiliser static cast. Est-ce que c'est une bonne alternative? Non. Vous voyez que le nom est un petit peu moins gros que dans le cas de l'union C. Ça reste un nom ferme. Void étoile, il faut arrêter de l'utiliser maintenant. Ça a une propriété... Enfin, le propriétaire de la mémoire, ça reste toujours flou. Qui est-ce qui est censé détruire ce void étoile? Qui est-ce qui garde une copie ou pas, etc. C'est toujours compliqué. Il n'y a strictement aucune sécurité. Je peux prendre n'importe quoi, le mettre en void étoile et le recaster dans n'importe quoi d'autre. Ça va être un enfer pour découvrir qui a créé un bug si ça arrive. Et c'est horrible à débugger parce que quand vous avez un void étoile, vous ne pouvez rien voir dans votre débugger en fait. À moins de déjà savoir ce que c'est et de refaire le cast à la main, mais autrement vous voyez juste une adresse. C'est inutilisable. Si vous voyez un petit peu l'intérêt de stdni, maintenant comment l'utiliser? Donc on l'écrit pareil de manière extrêmement naturelle. Si je fais un stdni empty, il contient rien. Si je fais stdni égale 5, ça marche bien. Si je mets une string dedans, ça marche. Je peux mettre ce que je veux dedans, tout va bien se passer. Et de la même manière que le variant et l'optionnel, je vais pouvoir construire en place. Soit en utilisant la même syntaxe que pour le variant, à savoir un constructeur dont le premier paramètre est le type, avec std in place type, soit un petit peu à la manière de l'optionnel, un std make any, avec le type et les paramètres. Les deux se ressemblent, les deux font la même chose. Si vous voulez lire un stdni, vous pouvez vérifier qu'il a une valeur en utilisant hasValue, et après vous pouvez faire un anycast sur le any. Anycast sur le any va lancer une exception si jamais vous vous êtes trompé de type. Ça va lancer bad anycast. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait si on veut faire un anycast sur un stdni. Vous pouvez faire un anycast sur un pointeur de stdni, auquel cas ça va faire la même chose que les getifs qu'on a vu avant, à savoir que ça va vous renvoyer un pointeur du type que vous avez demandé, et ce pointeur peut être nul si c'était le mauvais type. Pareil, on n'est pas en train d'utiliser anycast avec des pointeurs pour vérifier plein de types particuliers, c'est vraiment si je pense que c'est un int, mais il est possible que. Et on va pouvoir observer le contenu de stdni en utilisant .type, qui va nous renvoyer les infos de type de ce type-là. C'est quelque chose qui est implementation defined, ça veut dire que c'est pas quelque chose que vous allez vouloir stocker quelque part dans une base de données, réutiliser sur une autre machine, etc. Si vous passez de GCC à Clang, à MSVC, etc., les objets ne seront pas tout à fait les mêmes. Mais par contre, pendant que votre programme est en train de tourner, vous pouvez tout à fait vérifier que c'est bien le même type que int, par exemple, pour vérifier si c'est un integer. Clairement, c'est pas quelque chose que vous allez vouloir faire régulièrement. De toute façon, si vous devez tester tous les types possibles, il y en a une infinité, vous n'aurez jamais fini. Donc c'est vraiment juste, je pense que c'est un integer, mais je dois le vérifier. C'est une manière de faire. On peut aussi s'amuser à construire des maps de any avec comme clé le type, mais on est un peu loin, on part un peu loin là dans les idées. Globalement, ces différents types en fait vont vous permettre d'écrire un code qui va être plus clair, qui va mieux exprimer les intentions que du code qui existait. Pratiquement tout ce qu'on a écrit là, c'est possible de l'écrire avec du vieux C++, avec du C. Mais maintenant, l'intention est beaucoup plus claire. Vous n'avez beaucoup moins de risque de manipuler de la mémoire dans le mauvais type par rapport à ce que vous croyez. Et vous permettez
au compilateur de vérifier que tout ce que vous écrivez a un sens. Le fait d'avoir rendu des états inutiles impossibles à représenter, ça a simplifié la vie pour les développeurs, ça a rendu la chose plus robuste, c'est extrêmement bénéfique. Donc je vous invite à utiliser ces nouveaux types au quotidien dans votre code. Voilà, merci, et je vais répondre aux questions maintenant.